donc c'est pour ça que je… Alors, peut-être chacun va te faire un petit coucou en se présentant. Voilà, juste en donnant son prénom, comme ça tu auras les prénoms. Bonjour, c'est Consuelo, ici. Bonjour Consuela. Hi, c'est Francine. Bonjour. Hello. Moi, c'est Séverine. Je mange encore quelques petits gâteaux. Faut pas m'en vouloir. C'est mon petit goûter. Mais je t'écoute. Bon appétit. Ben moi, c'est Wivine. Bonjour. 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 Et Karine, bonjour. Je sais pas pourquoi je suis jaune là, mais… C'est la Réunion, Karine. Karine est à la Réunion. Donc, tu as la France, la Belgique, la Réunion et la Pologne. Voilà. D'accord. Je vais allumer les lumières. Moi, c'est Martine, sous le nom de Emmanuel, mais… Ah oui, d'accord. C'est un pseudo parce que c'est une star. L'avance masquée. Et donc, moi, c'est Charles-Louis. Bonjour Charles-Louis. Et donc là, vous êtes combien en tout alors? 12. Hervé, bonjour. Bonjour Hervé. Bonjour. Séverine. Bon, même si je ne retiendrai absolument pas tous les prénoms, mais au moins comme ça, ça me permet de vous voir quand vous parlez à l'écran. C'est plus sympa pour moi. Okay. Alors Cyril, eh bien voilà, tous les laborantines et laborantins sont à ton écoute. Et puis si tu es OK, eh bien on se permettra et ils se permettront de te poser peut-être des questions par rapport à… Hein, tu gères comme tu le souhaites. Voilà, c'est toi qui as la main. Alors, moi, je vais essayer. Je vous ai préparé une petite présentation sous forme précis. Il va falloir que j'essaye de le mettre en partage en dessous. En partage. Et donc là, ça devrait le faire. Vous le voyez? Ouais. Super. Nickel. Et donc, que je le mette en mode présentation. Voilà. Donc moi, si vous voulez, je suis donc Cyril Augier. J'ai fondé il y a une douzaine d'années une société de théâtre d'entreprise. Donc, c'est le mot entreprise prendre au sens large d'organisation, en fait, puisqu'on travaille aussi bien pour des collectivités, des administrations, voire des associations. Et l'idée, c'est notre mission, c'est de favoriser le mieux travailler ensemble et l'épanouissement professionnel, voilà, au profit d'un développement durable et global des organisations. Et dedans, je suis auteur et metteur en scène. Et donc forcément, alors je me suis formé à l'approche narrative il y a à peu près 2 ans. Et j'y suis allé un peu par intuition parce que ce que j'en avais lu m'avait plus résonné en moi en tant que scénariste. Et le fait de me former, de voir ces différentes approches, on va dire, ça a confirmé en moi cette intuition qu'il y avait des choses fabuleuses à faire avec ma pratique. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais vous illustrer. Et puis l'idée, c'est que là, pour finir, moi aujourd'hui, là, je démarre une formation de coaching. Donc là, j'ai démarré il y a quelques jours avec l'Institut Mayotis. Et pour moi, ces différentes approches, le théâtre étant pas une fin en soi, mais un moyen, je trouve, excellent de permettre d'aller plus loin avec les équipes, voire avec les organisations. Voilà. Donc, l'idée, c'est que peut-être au début, je vous parle un petit peu de posture et d'intention par rapport à donc entre le lien entre la narrative et l'approche de théâtre d'entreprise. Pour moi, il y a d'abord une posture qui est décentrée et influente. Donc là, depuis très longtemps, en fait, j'affirme, enfin, comment dire, je disais très souvent qu'on n'est pas là pour faire Yaka Faucon, etc. Et que l'idée, c'est vraiment
voilà, de montrer avoir des choses sur lesquelles finalement les participants peuvent s'emparer un petit peu de ce matériau. Mais finalement, l'approche narrative m'a permis de mettre des mots et de comprendre qu'effectivement, c'est la bonne ligne éditoriale par rapport à mon travail. En tout cas, c'est celle que j'ai envie de défendre. Donc d'abord, on a une approche qui est pour moi descriptive, beaucoup plus que prescriptive. Donc on n'est pas des consultants qui allons voilà, dire ce qu'il faut faire, les problèmes, etc. Nos spectacles proposent globalement ni solution et souvent même pas de diagnostic, mais ils illustrent. Et pour moi, dans illustre, il y a la notion de lustre, donc de lumière, de mise en lumière de quelque chose, voilà, permettre davantage de prise de conscience, voire de conscience, et donc de proposer un miroir. Donc de faire réfléchir dans les deux sens du terme. Donc clairement, et je vous dirais en gros comment on fait pour mettre en place des spectacles, notamment sur mesure, hein, puisqu'on fait aussi des choses en catalogue sur des thèmes qui sont récurrents, comme le management, comme l'égalité femmes-hommes, comme le handicap, comme le développement durable, etc. Mais parfois, on va vraiment faire des spectacles ad hoc, hein, qu'on peut jouer qu'une fois. Et où là, pour le coup, les sachants, c'est vraiment souvent, c'est de l'interne, hein, il peut y avoir d'autres parties prenantes, mais très souvent, c'est les membres de l'organisation, hein, les collaborateurs et collaboratrices. Vous m'arrêtez et me questionnez s'il y a besoin au fur et à mesure. Hein. Après, je dirais que si on doit se trouver un nom, moi, je me ressens bien comme ayant une fonction de fou du roi moderne, tout simplement parce que on utilise beaucoup l'humour pour questionner les histoires dominantes. Alors, l'humour n'est pas forcément constitutif de l'approche narrative, mais en tout cas, j'ai trouvé, en tout cas dans l'approche narrative telle que je l'ai vue, une liberté de ton et un décalage qui, moi, me plaît énormément et qui s'intègre bien à notre démarche de théâtre d'entreprise. Je sais pas, il y a ne serait-ce qu'à voir la documentation poétique, etc. C'est quand même des choses qui permettent d'avoir un pas de côté sur des choses et donc souvent de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, hein, comme c'est la figure pour moi du fou du roi. Et le truc, c'est d'être à la fois, de conjuguer pertinence sur le fond et impertinence sur la forme. Et évidemment, c'est les deux piliers et l'un ne peut pas aller sans l'autre, sauf à rester dans la superficialité. Ce qui signifie que pour moi, ça nous amène à représenter. Oula, peut-être pas ça tout de suite. Alors, si nos 10 commandements, mais peut-être juste vous donner 2-3 choses. Ça, je les avais écrits bien avant. En fait, c'est au début quand on s'était lancé je crois en 2008, j'avais écrit nos 10 commandements. Avant Jésus-Christ. Pardon ? Avant Jésus-Christ. C'est ça, avant Jésus-Christ. Et là, l'idée, c'est peut-être juste pointer sur le fait que voilà, il y a un regard pluriel et contradictoire, tu montreras, des fonctions qui dysfonctionnent, volontiers tu riras. On y reviendra, mais voilà, sur les situations et non sur les personnes, l'humour tu porteras. Et puis toujours aussi dans cette idée d'intention de l'huile dans les rouages et jamais sur le feu tu verseras. Donc on a bien cette moi j'ai entendu parfois faut appuyer là où ça fait mal, c'est pas mon truc. L'idée c'est véritablement de permettre aux gens de se parler, de se voir autrement. Et quelque chose auquel je tiens beaucoup et sur lequel je trouve que le théâtre d'entreprise peut apporter énormément, c'est finalement de représenter la diversité des récits qu'on peut voir dans une organisation. Ça veut dire qu'on peut, à travers les scénettes, rendre présent, visible, audible, incarné. Donc, on s'adresse à la tête, au cœur, au corps. Enfin, voilà,
il y a cette chance pour moi, le théâtre vivant, déjà de s'adresser à la fois aux kinesthésiques, aux auditifs et tout ça, mais aussi d'être vraiment, de représenter dans tous les sens du terme ces histoires et ces points de vue. Donc c'est pour ça que on peut se faire porte-parole, hein, là encore, au sens premier, à travers les personnages d'histoires alternatives. Et que notre boulot de scénariste ou de comédien, c'est de ne pas juger les personnages. Et si possible, je dis bien si possible, parce que bien évidemment, c'est une ligne directrice, mais ça ne doit pas devenir un dogme, hein, de leur donner de la nuance et de l'humanité. Donc, c'est plus facile, évidemment, sur une pièce un peu longue, de 45 minutes ou plus, que sur une scénette de 5-8 minutes où forcément on va aller sur des personnages un peu plus typés, mais si possible pas stéréotypés. Voilà, et surtout, en tout cas, d'éviter tout manichéisme. Vous me dites hein, si mon débit de parole est trop rapide ou que je vous saoule ou vous avez besoin d'un temps de question. C'est hyper intéressant en tout cas. Non, c'est parfait, ouais. Bon, merci. Donc, je continue. Ce qui signifie que, pour moi, une des fonctions principales, c'est de questionner. Donc, bon, là, le lien me semble aussi évident avec la narrative. Pas d'Yaka Faucon, ça, c'est clair qu'on n'est pas là pour faire une espèce de catalogue, même original, même sympa, même vivant, des bonnes pratiques. L'idée, c'est plus effectivement de les faire, éventuellement de les faire surgir derrière. Mais en tout cas, pas nous en les édictant. Ça signifie aussi pas de dénonciation. Alors, ni des résistances des collaborateurs au changement, par exemple, mais pas non plus des Big Six ou des Big Five avec des choses qui, parfois, en fonction de mes valeurs, tout ça, pourraient m'inviter à dénoncer parce que, justement, j'utilise cette fonction de fou du roi qui pourrait me dire, allez, jusqu'où je vais trop loin, quoi. Mais cette idée de se dire non, je suis là pour questionner ces valeurs de changement perpétuel parfois, d'efficacité à tout crin, etc. Les questionner certes, mais voilà, et de bien faire le distinguo avec cette dénonciation qui se pose en jugement de valeur. Et donc, forcément, ces scénettes-là ont pour but d'inviter à se questionner sur des histoires, mais aussi leur statut de vérité absolue, leurs effets dans l'organisation et tout ça. Je vous donnerai des exemples un peu concrets aussi, notamment quand on va voir un petit peu comment ça peut être utilisé on va dire dans l'aspect histoire de problème, histoire préférée et autres. Hein. Mais là, je tenais aussi à rappeler un petit peu tout ce qui est posture et intention. Et donc, l'idée, c'est de susciter des échanges parce que voilà, le théâtre, encore une fois, n'est pas une fin en soi. Donc, ces échanges peuvent se faire de manière diverses et variées. Ça peut être invité à se positionner par rapport à un problème. Et de voir que finalement, peut-être que pour certains, on a envie de garder une partie. Ça peut être le commencement de récits d'histoire préférée. Et puis, voilà, ça peut aussi prendre une forme d'élaboration de solutions, mais par les participants et participantes. Alors, souvent, les scénettes en tant que telles, je me suis moi souvent interrogé, la narrative m'a apporté des éléments de réponse par rapport à ça. Je me dis, mais souvent quand même, mine de rien, tu montres des problèmes. Est-ce que c'est pertinent et tout ça? Et si on se dit que finalement le théâtre d'entreprise a une fonction d'externalisation des problèmes, je trouve que ce côté miroir du théâtre permet justement d'avoir cette
juste distance qu'il y a et pour le coup, voilà cette fonction d'externalisation. Alors là, je vous ai mis une image où c'est un peu sur le mode de l'humour. C'est pour dire que finalement, c'est pas nouveau, hein, ces histoires de problèmes à externaliser avec, comment on appelait ça, les exorcismes, voilà, faits par la religion. Et donc là, l'idée, en tout cas, c'est que parfois même les bonnes choses ou les mauvaises choses, voilà, c'est peut-être pas forcément une définition de notre identité. Alors déjà, il y a un premier point, moi, qui me paraît un premier rapprochement entre la narrative et le théâtre d'entreprise tel que je le pratique. Hein. Je n'ai peut-être pas insisté dès le départ, mais quand je vous parle de théâtre d'entreprise, c'est pas le théâtre d'entreprise tel que voilà, c'est tel que je le vis moi avec la ligne éditoriale d'À nous de jouer. Et bien évidemment, il peut y avoir d'autres approches. Alors ça signifie en tout cas, et je pense que ça c'est quand même globalement partagé par les confrères, c'est que il y a besoin d'une définition particulière du problème proche de l'expérience. Mais ce que je veux dire, c'est pas juste une posture, parce que je l'ai lu dans un bouquin, c'est tout simplement parce que pour moi, le matériau théâtral, c'est vraiment du concret, des situations qui émanent du terrain. Je peux très bien comprendre des problématiques, etc., mais j'en fais strictement rien d'un point de vue scénario. Et moi, il me faut dans une première phase, interviewer en fait collaborateurs, collaboratrices, en essayant de croiser les regards. Donc généralement, je demande au commanditaire, hein, donc souvent c'est la direction, enfin ça dépend quel est le niveau de mon interlocuteur, mon interlocutrice, mais l'idée c'est de se dire donnez-moi en face pas des bénis oui-oui, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de croiser les regards en termes de niveau hiérarchique, métier, fonction, ancienneté, caractère, des grincheux, des constructifs, enfin voilà. Et derrière, ça signifie que les mots valises, genre agilité, qu'est-ce qu'il y a comme mots valises que j'avais noté qui peuvent revenir assez souvent oui, en tout cas, voilà, ces mots qu'on entend souvent comme transversalité, agilité et tout ça, pour moi, bon, ok, mais so what? Et ça s'illustre comment chez vous, etc. Donc là-dessus, j'ai retrouvé qu'effectivement, il y a un parallèle pour moi avec l'approche narrative. Après, et ça évidemment, ce n'est pas une surprise puisque la métaphore textuelle de l'approche narrative fait qu'on retrouve ce qui fait une scénette de théâtre, c'est une intrigue. Et une intrigue, pour moi, c'est une succession d'événements, de péripéties, de comportements. Donc là, on est à fond dans le paysage de l'action. C'est des intentions et des valeurs, alors qu'on ne va pas nommer, hein, nous, on va les illustrer, mais clairement, souvent, l'idée, c'est d'en avoir conscience en tant que scénariste et comédien, et derrière, de permettre aux uns et aux autres voilà, d'y voir des choses. Alors, on peut être surpris, hein, c'est-à-dire que, bien évidemment, il y a un niveau d'inconscient, c'est-à-dire que parfois, nos personnages… ça m'est arrivé finalement en tant que scénariste, même le personnage en sait presque plus que l'auteur, et donc il y a un moment donné, on se laisse guider par ce personnage qui a déjà presque sa raison d'être, ses intentions, etc. Et puis derrière, effectivement, le regard que peut porter le public sur ce qui a été vu, voilà, c'est ok, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément vues nous, mais en tout cas, voilà, on a déjà, nous, une idée peut-être de ses intentions et de ses valeurs. Et puis, évidemment, c'est ce qui fait le sel et très souvent l'humour aussi des situations, c'est des relations entre les différents personnages. C'est, je pense, un des atouts du théâtre. Alors, généralement, moi, j'interviens avec 3 comédiennes, parce que c'est souvent ce qui permet déjà de représenter un collectif.
C'est le minimum pour représenter un collectif qui a je trouve, une force symbolique dans le 3. Et derrière, en fait, on n'est pas obligé de prendre parti pour un personnage. Alors, j'ai 3 comédiens, c'est ce qui signifie qu'on peut avoir plusieurs personnages. Un comédien peut jouer plusieurs personnages. Voilà donc sur le côté illustré des situations concrètes. Après, je voulais dire un mot aussi sur le côté fidélité, fiction, et je rajouterai aussi le côté métaphorique. Parce que, alors, l'idée pour moi, c'est d'être fidèle d'une certaine manière au récit des parties prenantes. Déjà, d'un point de vue formel, ça veut dire que, un peu comme en narrative, l'idée, c'est que pour moi, le verbatim est très important. Je prends beaucoup de notes avec les mots, les expressions des salariés quand je les interviewe. Donc, évidemment, il y a du jargon, etc. Mais il y a aussi cette idée que parfois, voilà, il y a une façon de parler qui véhicule la culture parfois de l'entreprise, et que ça, c'est génial. Et puis parfois, il y a des répliques, je les aurais absolument pas inventées. Voilà, il faut les reprendre, c'est du pur bonheur. Donc, c'est fidèle, évidemment, en tout cas, je l'espère, au sens qui est véhiculé. C'est fidèle aussi aux mots, aux expressions. J'essaye aussi de reprendre des métaphores. Alors, loin s'en faut, tout le monde ne parle pas forcément par métaphore, mais on en retrouve quand effectivement on a cette écoute flottante. Et moi, j'utilise depuis le début, en fait, la technique du portrait chinois quand je fais mes interviews. Et ça a un effet assez impressionnant. Alors, parfois, il y en a que ça bloque complètement. Genre, et si… alors, ça peut être le problème, mais ça peut être aussi si votre entreprise était un animal, un phénomène météo, un moyen de transport. Alors, il y en a qui sont… Voilà. Et puis, il y a des pépites qui sortent, et il y a des moments… J'ai trouvé qu'il y a des personnes que j'interviewe et qui sont dans une posture parfois assez… comment dire, assez dans le contrôle, et puis qui là, à travers le portrait chinois, ça va donner des choses assez géniales. Voilà. Donc, parfois, ça m'aide. Ouais. Excuse-moi, quand tu parles de portrait chinois, c'est justement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire utiliser une autre métaphore comme un animal ou parce que je suis pas familier avec le terme portrait chinois. Ouais. Ça veut dire que je demande si votre entreprise, par exemple, hein, ça peut être cette problématique, mais si votre entreprise était un animal, ça serait quoi? Okay. Alors, ils peuvent me dire une araignée. Ouais, parce que finalement, ça mange ses… Alors, pas la menthe religieuse, on en avait sorti aussi, parce que ça bouffe ses petits. Okay. Ou le mâle. Voilà, c'est le mâle. Ou alors l'araignée, parce que ça tisse sa toile. Et puis, j'ai parfois des grosses surprises. Et il y a des gens qui, voilà, parfois, par la puissance de la métaphore, vont enfin me sortir des choses. Super intéressant. Merci. Et donc ça, parfois, je le réutilise et ça me donne des idées scénaristiques avec la métaphore affilée, quoi. Alors après, on est porté par une fiction et ça, alors je m'interrogeais aussi quand je préparais un peu ce rapport entre la narrative et le théâtre d'entreprise. Et puis finalement, en relisant un peu Barbara Meyerhoff ou même David Denborough, qui dit que finalement, par exemple, dans la cérémonie définitionnelle, il y a une place hyper importante à la fiction. Et pour le coup, voilà, ça, je le revendique. Ça veut dire que on décale souvent. Alors parfois, il peut y avoir des scénettes qui sont assez réalistes au sens qu'on reste dans l'univers professionnel de l'organisation. Mais parfois, on peut transposer un tout autre univers. Voilà, ça peut être, je sais pas, dans l'Antiquité ou autre, quoi. Et puis voilà, bon, une concentration d'événements, machin, qui fait que dans la vraie vie, il n'y a jamais autant de, par exemple, problèmes qui émergent d'un coup en quelques minutes. Mais voilà, il y a ce côté décalage. Donc voilà, l'idée pour moi, c'est plus d'être
dans une transposition qui d'ailleurs permet vraiment de libérer la parole parce que les personnes qui nous donnent des exemples, là encore concrets, n'ont pas forcément envie que ça revienne tel quel en se disant c'est pas moi qui vous l'ai dit, hein, ça, ou vous le transformez parce que sinon on repérera que c'est moi qui l'ai dit, etc. Voilà. Oups. Alors, pourquoi ça bloque? Je vais me remettre en présentation. Hop. Voilà. Donc, sur la déconstruction, évidemment, alors on est notamment beaucoup sur des scénettes en catalogue sur des thèmes comme les représentations liées au genre ou au handicap. Où là, l'idée, c'est de permettre finalement, au sens voilà, de la déconstruction, qui est montré à voir comment finalement ça a été monté, ces choses-là. Et là encore, de ne pas être dans la dénonciation et le « c'est pas bien », etc. Et ça, pour moi, tout son sens, c'est-à-dire que ce que j'ai pu voir notamment comme approche, je vous donnerai l'exemple du handicap et je vais vous montrer des extraits de scénettes. Hein. L'idée de dire, voilà, c'est important d'accueillir les personnes en situation de handicap, etc. Oui, bon, d'accord, ok, mais moi, vis-à-vis de mon équipe, c'est un vrai problème pour arriver à faire en sorte. Et donc là, quand on a des personnages qui sont confrontés à ces problèmes-là, ça permet de véritablement montrer des choses sans avoir de jugement de valeur par rapport à ça. Et c'est pour ça que je trouve que la déconstruction peut être forte. Je vous montre un exemple de… Il faut que je négocie l'accord sur l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Oh oui, c'est très à la mode en ce moment. C'est ce que je dis toujours. On ne doit pas lutter contre les hommes, mais avec eux pour l'égalité. On a pris soin de bien mettre des petits E entre parenthèses à chaque adjectif et chaque participe passif. Mais non, justement, tout ça c'est purement culturel. Alors, je m'interromps juste. Est-ce que vous entendez le son de la vidéo ou pas? Oui. Oui, bien. Très bien. Et ça commence dès la naissance, hein, avec le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Et puis, il m'appelle pas madame la directrice, ça fait… Sérieux? Non, ça fait directrice d'école. J'ai la dernière offre émise par la direction commerciale. On dirait qu'on recrute des militaires. Pourquoi une RTT? Tu sais que tu as droit à une journée pour enfants malades, hein? Oui, je sais, mais je préfère pas. Ça risque de la foutre mal vis-à-vis des collègues. C'est peut-être l'histoire de l'œuf et de la poule. Hein. Pourquoi? Les femmes sont des pondeuses. La poule se désinvestit après son deuxième œuf? Non, mais on peut se demander si c'est le désinvestissement professionnel ou l'absence de perspective de carrière qui engendre l'autre. Je pense que notre fille se sent un peu délaissée. On te l'a dit? Et le fait que la grossesse soit réservée aux femmes, c'est aussi un phénomène culturel? Mais c'est pas parce que les abeilles font le miel qu'elles doivent le mettre en pot et vous l'apporter au petit déjeuner. Ah, Laissons ma femme là où elle est. c'est-à-dire à la maison? Ce sont toujours les femmes qui tombent enceintes. Ah, non. Si. Et que dans certains services, eh bien, c'est compliqué quand ça tombe en même temps. Pourquoi? Vous voulez organiser une rotation? La procréation 3-8. Écoute, t'as perdu une bataille, mais la guerre n'est pas finie. Bon, alors ça, c'est bien de réflexion de mal, ça tient. Et pourquoi faut toujours que vous pensiez la négociation comme un combat avec l'ennemi? Les deux seules femmes de notre service vont partir en congé maternité en même temps. Résultat, eh ben, je dois réorganiser tout le secrétariat. Mais pourquoi vous recrutez pas des hommes? Au poste de secrétaire? Vous plaisantez. Quoi? Faut des longues jambes et des gros seins pour taper des courriers et prendre des rendez-vous? Donc là, typiquement, donc ça c'est un spectacle qui fait 50 minutes, qui s'appelle Madame le directeur. Et entre autres choses, ça va notamment questionner ne serait-ce que la mixité des métiers. On a eu beaucoup, parce que j'ai fait pas mal d'interviews et tout ça, de femmes aussi qui revendiquent le fait que voilà, tiennent à marquer directeur là, sur leur carte de visite ou autre, parce que ça fait plus sérieux que directrice. Voilà. Donc, typiquement, voilà, par des petits trucs
par des petites choses comme ça permet voilà, de mettre un peu à distance et en même temps un miroir un peu grossissant du théâtre pour derrière travailler à déconstruire des représentations. Je continue? Alors, je vous montre également sur le handicap une scénette qui s'appelle Attitude adaptée. Alors là, je crois que j'ai mis la scénette entière. Elle doit faire 4 minutes et demie. J'espère que ça marche. Ça ne marche pas? J'ai essayé tout à l'heure. Ah, dommage. Alors, je réessaye. Ouais. Bon, ok. Alors, tant pis. Je réessayerai tout à l'heure si on a le temps. Désolé. Alors, quand même, mine de rien, ok, on a parlé des histoires de problèmes, il y a la déconstruction, mais quand même, l'idée, c'est finalement d'arriver à tisser, à épaissir des histoires préférées. Et pour ça, pour moi, le théâtre peut avoir deux places, deux fonctions. Ça peut servir de tremplin vers l'émergence d'histoires préférées, et notamment à partir d'histoires de problèmes voilà, qui sont externalisées. Mais ça peut également servir aussi de documentation d'histoires préférées. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure, un petit peu plus loin. En tout cas, dans les histoires préférées, on a un spectacle voilà, qui doit avoir une dizaine d'années, qui s'appelle l'ABC du DD, donc sur le développement durable. Et d'entrée de jeu, l'idée pour moi, c'était de montrer que, l'idée, c'était de surtout pas avoir un discours Yaka Faucon, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais pour le coup de l'illustrer en plus. C'est-à-dire que très souvent, de voir un formateur ou un discours, quel qu'il soit, qui est dans la culpabilisation ou qui joue sur les peurs, voilà, c'est pas forcément ce qui va nous mobiliser. Et donc, le spectacle montre, on va dire, là, 3 personnages. Il y a un formateur qui est spécialisé dans le développement durable et qui est passionné par son sujet, mais qui va renforcer des résistances parce qu'il va être dans les peurs, la culpabilité. Et en face, on va avoir 2 personnages qui sont censés représenter les participantes, les stagiaires de la formation. Une personne qui est dans le déni et la dérision systématique, c'est le personnage que vous voyez de Josiane, qui va être dans le déni, la dérision, et on s'aperçoit que progressivement, il y a des choses derrière, des peurs qui se cachent. Et puis, un autre personnage qui est plutôt une militante pro-décroissance, qui est d'accord sur les enjeux, mais au moment où on parle, on va dire, de solutions, et notamment d'éco-gestes, pour faire simple, là, c'est oui, mais bon, c'est un bon coup de peinture verte pour se donner bonne conscience, c'est pas ça qui fera que ce soit, etc. Et finalement, chacun va s'empêcher de faire, il y a une forme d'inertie, d'homéostasie des personnages. Et l'idée, quand on sensibilise là-dessus, c'est de se dire ensuite comment on le travaille. Et donc, plutôt que d'être à l'inverse du spectacle et là encore de mettre en avant les bonnes pratiques, l'idée c'est de montrer ce que savent déjà et ce que font déjà en fait les participants et les participantes en matière d'éco-gestes, en quoi ces valeurs-là, en quoi c'est important pour eux, pour elles, qu'est-ce que ça dit d'elles, et pour le coup vraiment de tisser ça. Et pour moi, c'est particulièrement important sur le développement durable que très souvent, un des freins principaux, pour moi, c'est de se dire que finalement, on se sent isolé. Et quand on se sent impuissant, une goutte d'eau dans l'océan, ouais, mais c'est pas à mon niveau que ça se joue, etc. Il y a parfois, même si on veut, un peu une forme de découragement. Et que là, arriver
dans des organisations à recréer du lien et à tisser et à voir que finalement on partage ces mêmes valeurs, ça redonne une puissance au collectif qu'on a vu matériellement de donner des élans qui sont super chouettes quoi, en termes d'énergie. Donc, je vais vous passer un extrait. Bienvenue à cette formation sur le développement durable. Alors pour vous, c'est quoi le développement durable? Pour moi, c'est encore un truc à la mode, hein, qui est juste bon à occuper nos chefs pendant que nous on bosse. Mais tu vas laisser quoi à tes gamins demain? Un air irrespirable, une eau empoisonnée et une montagne de déchets? Tout ça pour ton petit confort d'aujourd'hui? Non, mais écoutez, là, avec tes leçons de morale, tu peux te les garder, madame la vertueuse. S'il vous plaît, là, je crois que Et vous commence dépassez. à refaire des gamins avant de culpabiliser les autres. Alors ça, c'est... Bon, stop! Le développement doit tenir compte de 3 éléments majeurs. L'efficacité économique, l'équité sociale et l'environnement. Elles sont hyper mal dessinées, vos bulles. Hein. Ça représente pas du tout la société d'aujourd'hui, ça. Voilà comment elle est, la société d'aujourd'hui. La première place à l'économie. Ouais, moi, je voudrais pas jouer les psy à 2 balles, hein, mais quand je vois ton dessin, j'ai surtout l'impression que t'es sacrément en manque. Hein. Je vais vous proposer de faire un jeu de rôle. Le réchauffement climatique, ça va attirer plein de maladies qu'on ne connaît pas ici. Parce qu'elle s'occupe que des pays chauds. Oh, mais n'aie pas peur, mon petit canard. Mais tout ça, c'est des histoires pour faire peur aux petits enfants. Et la canicule, et le tsunami, et l'ouragan Katrina, c'est des conneries, peut-être? Maîtresse, elle dit que tout ça, c'est la faute de l'effet de serre qui fait boule de neige sur la banquise avec la couche d'ozone qui va crever par la pollution. Oh, la maîtresse a dit, non, mais je sais que tu me saoules avec ta maîtresse, hein. Et si elle continue de vous culpabiliser comme ça, je vais te changer d'école, moi, ça va pas traîner. Oh, mais tu connais rien d'abord, c'est des gens comme toi qui détruisent la planète. Oui, non, tu vas baisser d'un ton, hein, parce que je vais t'en mettre une et elle va être durable, celle-là. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Le plus grave, c'est surtout la déforestation, qui détruit des milliers de plantes et d'animaux. Quand on pense qu'à chaque minute, en Amazonie, à l'heure où je vous parle, on déboise l'équivalent de 15 terrains de football. C'est complètement débile. On trouvera jamais assez de joueurs. Pour ce qui concerne l'avenir de la planète, eh ben, on est tous sur le même bateau. Hein. Alors, si on ne peut rien contre le vent, on peut toujours régler la voilure. Et vous croyez qu'on peut encore éviter le naufrage? Et qu'on va se payer une croisière de rêve? Ça dépend de nous. Alors maintenant, à nous de jouer. Vous êtes toujours là? Toujours. Oui. Voilà, donc des histoires d'éco-gestes et puis peut-être aussi l'adaptation et l'attachement au service public. Donc là, l'idée, c'était quelque part une illustration d'un certain nombre de valeurs. Là, en l'occurrence, c'était… Alors là, c'est vraiment un extrait hein, que je vais vous montrer. Où il y a un changement. Alors, c'était une CARSAT en fait. Hein. Là, après, on l'a changé pour une CAF, mais ça a été créé pour une CARSAT et donc qui notamment calcule les retraites, etc. Et l'idée, c'était que aujourd'hui, avec la digitalisation, il y a une crainte qui est finalement, on va servir à quoi? Parce que tout le monde va pouvoir derrière bientôt calculer sa retraite et tout ça en ligne. Et donc, il y a derrière, effectivement, des anxiétés, etc. Et avec les clients, on avait choisi de faire réagir et de montrer que derrière, il y a déjà une forme de résilience parce qu'ils sont, à travers les âges, ça s'est toujours réinventé, ça s'est toujours adapté et que ça, c'est une grande force, contrairement à ce qu'on peut entendre par ailleurs, de la caisse, et qu'il y a également une valeur qui était très forte, c'est l'attachement au service public. Voilà. Et donc là,
vous allez voir qu'on était parti sur trois temps qui étaient le début, en fait, pas le début, dans les années 60, dans les années 80 et le début des années 2000, où c'était vraiment des dates un peu charnières en termes d'organisation, enfin, et de changement. Oh non! Ah, je suis vraiment désolé. Je vais voir si je pourrais refaire. Enfin, voilà. Et donc là, l'idée, c'était que derrière, on voyait les collaboratrices, deux collaboratrices qui passaient à l'âge des cartes à trous, parce qu'il y a eu un moment donné, voilà, c'était la mécanisation. Et donc, avant, c'était tout à la mano. Et puis, il y a eu une première phase où voilà, on transformait tout ça avec une forme de mécanisation avec des cartes à trous. Et puis après, il y a eu le début des ordinateurs. Et puis après, il y a eu le début d'Internet. Et que derrière, voilà, il y avait toujours peut-être les mêmes appréhensions, mais aussi les mêmes valeurs. Je suis désolé, je l'ai testé tout à l'heure, mais voilà, le moment où je veux le lancer, ça fonctionne. Ça veut dire peut-être que ça nous laissera plus de temps à échanger et moins à parler. Alors, après, y a une chose qui, moi, me paraît hyper importante aussi et qui fait le lien, je trouve, entre la narrative et le théâtre d'entreprise. C'est la notion d'identité qui est d'abord et avant tout relationnelle. Alors, pour vous dire qu'il n'y a pas que des scénettes et que parfois, on s'amuse aussi à d'autres choses. Sur les rituels en entreprise, et on a une presta qui permet de le travailler et que je trouve moi assez amusante, c'est l'imposture de l'anthropologue. Alors une imposture, dans notre jargon, ça signifie qu'un comédien ou une comédienne se fait passer pour quelqu'un qui peut être un expert et qui dit surtout que c'est pas, enfin qui ne dit pas que c'est un comédien ou une comédienne. Et donc là, typiquement, alors on a des impostures qui sont sur mesure, mais là, en gros, l'imposture de l'anthropologue, c'est comme voilà, certaines organisations font appel à des gens un peu de l'extérieur qui vont apporter un regard un peu différent. Et là, l'anthropologue vient parfois parler de comment recréer du lien ou donner du sens ou fédérer à travers les rituels en s'appuyant sur les sociétés traditionnelles. Et bien évidemment, commence par des choses, et enfin, tout son discours s'appuie sur des vrais faits anthropologiques. Alors, ça peut être les rites de passage, ça peut être, et puis donner des éléments comme les grandes fonctions des rituels, qui peuvent être, par exemple, canaliser certaines émotions. Donc, on va commencer par dire, voilà, pour canaliser les émotions, il y a des sociétés de pêcheurs dans le Pacifique qui créent qui font des offrandes avant de partir en pêche. Et donc là, typiquement, avant de vous lancer dans un grand projet, on pourrait imaginer que vous fassiez des offrandes. Donc là, tout le monde qui commence à se regarder un petit peu en coin en se disant « mais où est-ce qu'ils ont été la chercher, celle-là ?» Et on va partir après, par exemple, sur des choses telles que la tristesse. Typiquement, la tristesse peut être canalisée avec certaines sociétés qui font appel à des pleureuses. Donc voilà, pour faire le deuil parfois d'une organisation, d'un projet, je vous engage à mettre en place des pleureuses d'entreprise. Après, si vous ne sentez pas une âme de pleureuse, vous pouvez sous-traiter. Donc voilà, et puis on y va crescendo. Ça va être le don et le contre-don de Mao, en disant voilà, si jamais, il y a des sociétés plutôt que de se faire la guerre, vont faire des dons, et puis on doit quand on reçoit un don, faire un contre-don qui ne doit pas être ni trop élevé parce qu'on insulte notre interlocuteur, mais pas trop bas parce qu'on l'insulte aussi. Et donc, plutôt que quand on veut résoudre un conflit entre services ou entre personnes, on pourrait se faire des cadeaux. Voilà, donc, on y va crescendo jusqu'au rite sacrificiel. Voilà. Et donc, elle s'appuie à chaque fois sur des exemples, et ça nous permet. Alors, et à la fin, on va on va bien évidemment dévoiler l'imposture. Mais donc,
Après, l'idée, c'est de se dire, bon, OK, bien évidemment, donc on insiste sur le fait que tout ce qui a été dit, hein, les rites de passage, etc., ou notamment pour passer, pour ritualiser quelque part une promotion, par exemple, on peut s'appuyer sur certains rituels en Afrique où on va, le chef du village, parfois et souvent avec son épouse, vont être mis quasi nus au milieu d'une tente et tout le village va les insulter pendant toute une journée. Et ça, c'est permettre cette espèce de no man's land qu'on a dans les rites de passage avec cette phase du milieu intermédiaire qui permet de les rendre aussi humbles avant d'avoir à nouveau des intronisés en tant que… Et donc, typiquement, pour les managers ou pour des nouveaux entrants, on pourrait utiliser ça. Et ça nous permet après, puisqu'on est quand même très sorti du cadre, de leur dire, mais est-ce que vous avez des rituels en entreprise qui ont du sens pour vous ou que vous aimeriez retrouver, etc. Et c'est un exemple de choses qui permettent d'aller dans cette thématique du rituel et de la culture. En fait, je voudrais vous donner un autre exemple qui, là, moi, est un petit peu différent, que j'ai fait, pas pour une entreprise, mais pour une famille. Et ça date il y a peut-être un peu plus d'1 an. Quelqu'un avec qui j'avais, pour le coup, travaillé en théâtre un peu d'entreprise et qui, un jour, me rappelle pour me dire, voilà, Cyril, mon papa est gravement malade, a un cancer et il voudrait réunir avant de partir toute sa famille, ses petits-enfants, pour leur transmettre des valeurs. Ces valeurs qu'on va dire humanistes, etc. Et alors, moi, quand j'entends ça, au début, j'ai un peu botté en touche. Non, mais tu sais, moi, maintenant, je suis en Pologne, etc. Voilà. Et puis, quand même, ça m'a trotté. Et puis, je me suis dit, bah, écoute, là, tu t'es formé à l'approche narrative. Et puis là, la vie vient te chercher, donc assume. Donc, voilà, je l'ai rappelé. Puis, je lui ai dit, bah, écoute, OK, voilà, il y a des idées là qui me viennent. Et au tout début, donc, ce à quoi j'ai pensé, surtout en discutant avec lui, qui me disait, mais non, mais moi, il avait plein d'histoires, surtout que c'est une personne qui était d'un certain âge. Et donc, il avait plein de trucs à raconter et en même temps, il ne voulait pas trop tenir le devant de la scène en disant « ouais, mais je n'ai pas envie de tenir le crachoir, etc. » Et donc, ça m'a fait penser à une cérémonie définitionnelle avec cette idée qu'il y avait une histoire de valeur partagée et de transmission et de partir de l'idée que voilà, lui pourrait narrer un certain nombre de choses. Alors, on a commencé à un peu préparer les choses. Et puis, je lui avais demandé aussi de choisir peut-être des objets, des choses comme ça, des photos, une musique, et de faire voilà, une première narration avec la famille qui écouterait quelque part, pour ensuite, en tant que témoin extérieur, dans une deuxième phase, de renarrer avec la carte du témoin extérieur de la narrative sur voilà, ce qu'ils ont entendu, les mots qui les ont touchés et en quoi chez eux ça résonne, où ça les emmène, etc. Et puis revenir à notre grand-père qui, pour lui dire, bah voilà, en quoi faire la renarration de la narration des témoins extérieurs. Et d'autant que lui, il avait aussi envie de partir en se disant, mais les valeurs que j'ai envie qu'elles se transmettent. Et donc, c'était pour moi aussi faire la boucle et voir qu'il y avait un lien fort dans tout ça. Et l'idée, c'était d'avoir le théâtre ensuite comme documentation, parce qu'il y avait cette idée de départ que c'était surtout avec les petits-enfants qu'il avait envie de faire ça. Il y avait, je ne dirais plus le nom, mais en gros, il y avait trois enfants juste après lui, et puis chacun avait en moyenne 2 enfants. Donc, ça commençait à faire une certaine famille. Et là, l'idée, c'était, avec les petits-enfants, après,
avec toute cette matière qu'il y avait, d'en faire une documentation théâtrale humoristique. Donc, c'était aussi l'envie de ce grand-père, Daniel, qui disait « moi, je veux surtout qu'à un moment donné, ça ne soit pas plombant, larmoyant. Ouais, je veux que ce soit aussi une cérémonie de vie. » quoi. Donc, voilà. Et puis, évidemment, les choses ne se passent pas toujours comme on a envie ou comme on pense qu'elles vont se passer. Et cette personne décède avant cette fameuse date de cérémonie. Et là, la famille m'appelle en me disant « on en a beaucoup réfléchi et on tient quand même à la faire », qui est quelque part une cérémonie où on se retrouve là. Et donc, évidemment, ça ne pouvait plus être une cérémonie définitionnelle, mais je me suis dit, et si on faisait une conversation de remembrement, de remembering, où là, pour le coup, donc là, je me suis plongé dans le bouquin, dire bonjour à nouveau. Comment est-ce qu'on peut finalement incorporer la relation perdue et faire en sorte que ce côté joie, valeur, la personne, à travers les valeurs qu'elle transmet, elle existe toujours. Donc là, pour le coup, il n'y avait plus le grand-père, mais chacun avait apporté là aussi un objet, une photo, etc. Il y avait aussi les beaux, enfin comment dire, les gendres, les belles-sœurs, etc. Et l'idée, c'était que voilà, chacun, à un moment donné, parlait de la personne de Daniel avec voilà, ce qu'il avait marqué, etc. Et derrière, d'essayer d'avoir une conversation de remembrement. Alors, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas vu la carte. Encore. Ils n'ont pas vu ça encore. Non. On fait ça demain. Donc, et donc, l'invitation, Cyril, c'était voilà, de te dire qu'il reste à peu près un quart d'heure. Donc, peut-être, je ne sais pas si tu souhaites aussi avoir des réponses à des questions ou voilà. Ok. Donc, juste, je termine sur ça en 30 secondes. Et après, je suis tout oui pour des questions éventuelles. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une première contribution du personnage de ce grand-père, de Daniel, ou de son père parfois, à la vie de la personne. Ensuite, c'était en quoi l'identité de la personne, comment l'identité de la personne est vue à travers les yeux de son grand-père. Et parfois, c'est un peu plus compliqué d'aller plus loin dans les autres étapes, mais ça nous a permis d'avoir un matériau hyper fort en termes d'émotion et aussi parfois de rire, mais franchement, c'est aussi poilé. Et donc là, on a construit quelque chose avec les petits-enfants qui jouaient le rôle du grand-père, de leurs parents, etc. Et ils sont donnés à cœur joie. Et voilà. Et pour moi, ça a été une expérience assez fabuleuse au niveau émotion notamment. Voilà. Merci beaucoup, Cyril. C'est très, très riche et je te remercie pour cette présentation, pour ces extraits qui nous parlent beaucoup de tes interventions en entreprise. Je pense que voilà, vous avez peut-être des questions à poser directement à Cyril. Donc, elles seront les bienvenues. Moi, j'avais une question à te poser. Merci en tout cas pour la présentation. Et je me demandais si tu pouvais nous expliquer en quelques mots les grandes étapes par lesquelles tu passes quand tu arrives dans une entreprise. Voilà, est-ce qu'il y a des grands paliers? Comment est-ce que tu fonctionnes et que tu construis? Parce que j'entendais que tu disais que le théâtre peut être comme un tremplin, mais aussi comme une documentation. Et donc, pour moi, ça m'évoque soit tu mets le théâtre en début de processus, soit en fin de processus. Et donc, je voulais voir un peu les grands repères par lesquels tu passes, en fait. Alors, l'exemple même de la documentation, c'est ce qu'on a pu voir sur le dernier exemple. Pour le coup, c'est vraiment de la documentation d'un matériau, en quoi les valeurs, finalement, ont été transmises et vivent encore aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un exemple de documentation. Après, souvent, alors nous, le process quand on fait un travail
de création sur mesure, c'est que j'ai un brief évidemment avec le client. Ensuite, je vais lui demander déjà, il y a aussi de la documentation, de m'envoyer les éléments qui pourraient nourrir notre compréhension de la thématique et du fonctionnement de l'organisation, et de rencontrer un certain nombre de personnes, de salariés de l'entreprise. À partir de là, je fais des interviews, toujours avec cette casquette-là un peu de fou du roi, qui permet aussi beaucoup de libérer les paroles. À partir de cette matière-là, donc là, on croise les regards, ça permet véritablement de se dire, il y a quand même quelque chose qui revient. On va écrire des pitchs, des résumés de scénettes. On fait valider au client, donc au commanditaire, ces pitchs, et il peut y avoir 1 ou 2 allers-retours pour être bien en phase. Une fois qu'il nous a validé le pitch, on met en dialogue et on fait valider les dialogues. Après, on répète, là, sans regard du client, et on vient se caler dans le déroulé, le conducteur de la journée, de l'événement. Et après, il peut y avoir des organisations différentes. Parfois, il y a un temps véritablement assez important pour échanger, parfois en petits groupes, et après, à nouveau, échange, partage en plénière. Parfois, c'est juste plus une respiration ludique avec quelques allers-retours. Enfin voilà, ça peut prendre après des formes différentes. J'ai répondu un peu à ta question? Oui, complètement. Et en fait, ça m'intéressait de voir les grandes étapes oui, d'office. Est-ce que je peux te poser une question, Cyril? Quand tu dis validation par le client, en fait, le client, enfin, je veux dire, imaginons que c'est une communauté de travail de plusieurs personnes. Le client, c'est toute la communauté de travail, ou tu fonctionnes avec une hiérarchie assez stricte en Pologne? Non, alors, je travaille avec souvent des clients français, et l'idée, c'est vraiment que c'est un petit groupe. Typiquement, ça peut être un DG, mais ça peut être aussi un directeur commercial ou autre, en tout cas en fonction de la taille, de la configuration de l'événement. Pour moi, c'est important. Je sais que j'en ai discuté notamment avec une praticienne narrative qui me disait, mais tu cherches quoi comme validation au fond? Ça la choquait presque sur le fait que, mais pourquoi tu cherches à valider? Pour moi, c'est hyper important. Premièrement, parce que à un moment donné, je disais, on met de l'huile dans les rouages et pas sur le feu. Ça signifie que ce que je cherche, c'est à faire en sorte que il doit y avoir un changement, parce qu'on nous appelle quelque part aussi pour modestement accompagner un processus de changement, souvent à partir d'un point A pour aller vers une autre organisation ou type de posture, etc. Et l'idée, c'est de se dire, on ne peut pas à un moment donné, si on n'a pas derrière une forme d'aval et qu'on n'est pas en phase avec le message du client, au mieux, on est inefficace. Au pire, on va brouiller le message et on va créer de la confusion, et de toute façon, on ne servira personne. Donc, pour moi, c'est important de m'adresser à un petit groupe, et souvent, je le précise, de me dire, surtout, la scénette, c'est comme une musique, un concert. Si vous envoyez la partition, vous n'allez pas avoir le même ressenti. Donc, surtout, ne l'envoyez pas à tout le monde qui va le rérouter, et chacun va donner son avis sur la question, parce que là, on se perd. Mais d'avoir l'avis des décideurs, en fait. J'ai du mal à voir comment… justement, c'est la même question que celle que ton ami t'a posée, mais est-ce que c'est une validation ou c'est une acceptation de ce que tu es en train de faire, que ça leur correspond? Parce que valider, en réalité, c'est quoi? C'est comme si Godard avait demandé à quelqu'un de valider un script. Moi, j'ai du mal à comprendre quel est le rapport que tu entretiens avec tes clients. En plus, j'ai un copain qui faisait du théâtre d'entreprise, donc je vois assez bien à quel point ça peut être assez disruptif et derrière un côté un peu jouette. Donc, bon, mais qu'est-ce que quel est le lien exact que tu entretiens, l'alliance que tu cherches avec ce client, et qu'est-ce que tu appelles une validation? C'est pas du tout clair pour moi. Ça ne marche pas trop, c'est quoi en fait? Jusqu'où ça va? Alors, généralement, déjà pour dire plus ou moins, il commence à pleuvoir, donc voilà. Je cherche avant tout à
à être en phase en fait avec ce qui peut se jouer et de ne pas la jouer allons-y, partez. Pour moi, le nom de à nous de jouer, c'est nous, c'est un nous inclusif qui n'est pas voilà, nous on a fait notre job, on vous a fait rire, machin, on a pointé tout, machin. Non, pour moi, ce qui est important, c'est que derrière, on puisse se saisir de ça. Donc, il peut y avoir parfois pas des frottements, mais très souvent le texte est bonifié parce que parfois on n'avait pas bien saisi telle ou telle chose, ou il nous alerte sur un point. Mais globalement, il y a des exceptions hein, où il y a des clients qui sont beaucoup dans le contrôle et ça se sent. Mais déjà, moi, j'ai appris à lâcher. Avant, j'essayais de défendre mon bout de gras, etc. Hein, et puis, le fait de dire, bah, OK, pour moi, si à un moment donné, vous voulez édulcorer ça, c'est possible. Mais voilà, c'est mon rôle de vous dire que ça peut être contre-productif par rapport à ça. Mais au final, parce que quelque part, je m'en fous. Enfin, en tout cas, je tiens pas par rapport à ça à avoir une posture particulière de si il faut que ce soit comme ça. Derrière, on me suit dans beaucoup de cas. Et si je dois faire une métaphore, on reste quand même assez. À un moment donné, je disais, on tire pas sur l'ambulance. L'idée, c'est qu'on a toujours ce côté fou du roi. Très souvent, moi, j'ai vu que le client va être très vigilant à pas vexer ses équipes, en fait. En disant, tiens, là, ça pourrait être perçu de manière un peu délicate par tel service, etc. Enfin, voilà, on a cet échange-là. Et c'est souvent ça, moi aussi, dont j'ai besoin, parce qu'il a son regard et qui est important. Après, ça ne veut pas dire que on va le caresser dans le sens du poil. Hein. On a ce côté, ça veut dire par exemple, on peut essayer de se dire que on n'est pas là pour ni mordre la main qui nous donne à manger, ni la lécher. On la mordit souvent. J'ai une question aussi, Cyril. Tu parlais du fait qu'on vous appelle parfois pour accompagner un changement ou pour être là au moment pour faire bouger les choses, ou en tout cas pour initier un mouvement. Est-ce que tu es intéressé de savoir… Attends, ça fait beaucoup de mots ça. Est-ce que l'impact que tu as est quelque chose que tu es intéressé de savoir, que tu mesures d'une certaine façon, ou comment est-ce que tu… Oui. Salut. Voilà. Ouais, c'est une question qui peut revenir souvent, ça. Il y a plusieurs niveaux de mesure. Il y a une première mesure qui est au niveau du ressenti, qui est les rires, les applaudissements aussi, mais les réactions à chaud, en fait. Et ça, c'est bon pour nous, mais c'est pas que, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné… Je reprends l'exemple de la pièce sur l'égalité femmes-hommes. Donc là, on n'est pas sur du sur-mesure, mais c'est le même parallèle. Si à un moment donné, il y a des hommes et des femmes dans la salle et que sur certaines répliques, on entend toutes les femmes qui se mettent à hurler de rire ou de réagir, ça envoie un message. Ça veut dire que bon, derrière, ça touche un truc quoi, qui doit pas être complètement sorti de la réalité. Et donc, voilà, il y a ce côté-là qui fait que ça renvoie tout de suite quelque chose. Parfois, on a des applaudissements en courte scénette parce qu'il y a un moment donné, ça représente tellement ce que beaucoup pensent. Voilà. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse sur ce que ça dit de ce que vivent les gens. Après, moi, je pense essayer de rester humble par rapport à cette histoire de la mesure, de l'impact, parce que voilà, on est tellement dans des éléments multifactoriels, systémiques, qui font qu'on est un maillon de la chaîne qui peut contribuer à, mais bien évidemment, je rappelle le client après, peu de temps après, pour savoir ce qu'il en a pensé et on débrief. Et puis, c'est plus compliqué, mais j'essaye de le faire, de le rappeler après pour savoir, voilà, un an après, par exemple, ou 6 mois après, ça dépend du truc, se dire, voilà, et vous en êtes où aujourd'hui, etc. Et puis, on a même eu des entreprises qui nous rappellent sur le même projet, le truc à long terme, et qui nous font revenir. Ça reste assez rare, mais ça peut arriver aussi. Ok,
Merci. Encore une question, peut-être, je ne sais pas si tu l'as évoqué, c'est moi qui ai raté le point, mais est-ce que tu as un service ou un réseau qui permet de jouer sur l'effet post-catalytique? Tu as inclus ça dans ton… Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'une fois que les choses sont, pour certains, dans certains cas, si j'ai bien compris, c'est plus une externalisation. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont être bons après pour effectuer toute une série de démarches. Donc, est-ce que l'effet déclencheur de ce que tu fais, je suppose que ça laisse les gens après sur leur faim quant à la manière dont ils vont pouvoir mener le changement qu'ils souhaitent éventuellement. Est-ce que toi, tu proposes une approche narrative ou une autre approche sous une forme différente de celle du théâtre? Un service après, tu veux dire ou… Comment? Une sorte de SAV derrière? Mais moi, je pense… Je veux dire, ça serait appeler ça SAV, c'est comme si c'était du SAV, alors que pour moi, c'est peut-être le travail qui commence en fait. Plus d'un process en fait. Oui. Oui, tout à fait. Qui Alors, travaille derrière après, quoi. Ouais. En fait, une solution qui permet de jouer au mieux sur l'effet levier que tu as peut-être déclenché, que tu as joué, quoi. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails parce que sinon, là, pour le coup, je pouvais vous en parler longtemps. Mais effectivement, hein, quand je disais que le théâtre n'est pas une fin en soi, ça veut dire que nous, on ne va pas forcément s'arrêter là. Donc, évidemment, ça dépend du besoin du client, de ses limites en termes de temps, etc. Mais moi, ce que je trouve absolument le plus intéressant, excitant et tout ce qu'on veut, c'est le fait de derrière animer des échanges, des conversations narratives. Donc déjà, parfois, ça peut être… Le théâtre vient au début, on va dire, sous forme d'externalisation du problème, de miroir, etc. Et ensuite, on va tisser des histoires préférées, avec des formes qui peuvent être variées. Ça peut être sous forme d'atelier, ça peut être avec des temps plénières. Voilà. Après, il y a des exemples là, ce dont je vous ai parlé, c'était très souvent avec des comédiens professionnels. Mais ça nous arrive aussi que ce soit les salariés qui jouent. Et nous, on va les accompagner. Alors, je prends un exemple là, on en a fait pas mal et ça se continue. Il y a une grosse entreprise qui a déployé toute une formation de management de ces cadres et ils ont identifié 6 grandes valeurs managériales. Et là, l'idée, c'est de les faire réfléchir dans un premier temps. Alors, on travaille en collaboration avec des consultants qui, eux, on a chaque groupe, c'est en gros une vingtaine de managers sur 2 jours de formation. Et nous, on intervient à nous jouer la première demi-journée où, alors après, une mise en dynamique, en confiance, etc., donc avec des jeux aussi théâtraux, on va les amener à créer des scénettes humoristiques, souvent très décalées, autour de ces 6 axes, 6 piliers du management, mais sous l'angle de ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Pour la faire simple, par exemple, en termes de vision, en termes de bienveillance, etc. Et donc là, nous, on va les accompagner à scénariser, mais c'est eux qui le font, hein, on va dire une phase de mise en dynamique, une phase de brainstorming, une phase de scénarisation et une phase sur le plateau où ils vont répéter. Et chaque comédien a en gros 10 participants. Donc souvent on y va à 2 intervenants et derrière ils vont jouer ensuite ces scénettes-là. Donc ça leur a permis de dire des choses qu'ils auraient peut-être qu'ils n'auraient pas dit autrement comme ça, avec la problématique de la casquette, voilà, on ne peut pas tout dire, machin. Là le théâtre offre une voie de dire des choses sans les dire, tout en les disant. Et derrière, donc là, ce n'est pas le cas sur cet exemple, mais on l'a fait sur d'autres, où on peut aussi se dire, bon, et là maintenant, si on tissait des histoires préférées,
de les faire jouer. Voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer si finalement, dans un an, ces histoires préférées ont tellement épaissi que ça devient un quotidien, etc. Voilà, j'ai répondu un peu à la question. Enfin, en tout cas, c'est ma réponse. Mais poursuivre sur la question d'Aline, sur l'après, etc. Et justement, moi, je voudrais savoir comment on se positionne par rapport à ça, le fait que tu aies choisi de te former au coaching maintenant. C'est parce qu'il t'a manqué quelque chose, parce que comment tu l'articules avec tout ça? Tu as 2 minutes, Cyril. Ok, j'ai envie d'aller encore plus loin et c'est vrai que le fait de me dire mêler autre chose, quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie de faire depuis longtemps et sur lequel voilà, quelque part on est un peu tous coach, mais derrière voilà, il y a des procédures, il y a des choses et qu'on s'improvise pas. Voilà, j'ai envie d'aller plus loin et que derrière, même au niveau de la conception, on pourrait faire des choses. Donc il y a une complémentarité que j'ai envie de faire. Et puis, ça fait 12 ans que je fais ça. Je me dis, bah, envie d'autre chose qui vient avec une spécificité que j'ai. Mais effectivement, je suis parti d'abord du théâtre, la narrative et le coaching. Et d'autres peuvent le faire dans l'autre sens, hein, c'est possible. Intéressant, Séverine, ta question, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose autour du fait que cette norme du coach, en fait, que accompagner, si tu n'as pas à la fois cette étiquette de coach, elle est de plus en plus bizarre. Enfin, vous avez vu les débats qu'il y a, qui se jouent avec Julia de Funès, tout ça, et ça se tire dans les pattes. Et à la fois, les gens veulent quand même être coach pour avoir un peu de légitimité. Donc là, on est dans la grande histoire de légitimité qui recrute en faisant croire aux gens que s'ils ne sont pas coach, et c'est à la fois une histoire dominante. Hein, donc là, il y a quelque chose qui est intéressant, quoi. Encore plus en France, hein, où légitimité recrute beaucoup, 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 beaucoup. Hein. C'est un problème qui est qui a beaucoup de succursales là-bas. Il a un trust. Parce que si c'est pas la bonne école, on ne connaît pas ça en Belgique de la même manière. En France, si c'est très culturel, si ce n'est pas la bonne école, si ce n'est pas le bon. Hein, voilà, c'est pas la grande école, si c'est pas. Les gens se sentent. Oh, ça, c'est des super normes là-bas. Alors, je voulais juste dire que moi, j'ai fait une école de commerce et de management. Donc, ça m'a permis d'avoir quand même aussi d'abord une grille de lecture du fonctionnement des entreprises. Mais moi, ce n'est pas par légitimité en tout cas que je le fais, c'est vraiment par choix et par appétence. Non, je sais, hein, mais je débordais un peu. Mais c'est très juste. Mais en tout cas, voilà, moi, juste pour faire le clin d'œil par rapport à ça, c'est parce que ça me fait vibrer. Ok. Bon. En tout cas, super témoignage. Jolie présentation. Merci pour ces petits extraits. Si tu peux nous envoyer un moment les petits extraits qu'on n'a pas vus, ce serait vraiment super. Pour qu'on puisse se les partager. Voilà. Merci beaucoup, Cyril. C'était vraiment bien. Moi, j'ai trouvé très inspirant de voir comment on peut pratiquer les narratives de plein de manières. C'est très ouvrant. Bon, merci pour votre écoute et bonne continuation de formation. Merci. Cyril. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Ciao. Au revoir. Bon. J'espère que ça vous a donné encore d'autres couleurs, d'autres manières de voir l'approche sous une autre façon de procéder. Très inattendu, oui. Bon, à creuser, en tout cas. À creuser, je pense qu'il y a, il y a des choses. Ça allait bien aussi avec notre thématique aujourd'hui de la déconstruction. Parfois, on peut aussi intervenir avec ce qu'on appelle du théâtre d'improvisation, parce que dans le coaching, on connaît on connaît bien ce qu'on appelle le kairos, c'est ce moment que l'on cherche à attraper par la crinière, voilà. Et donc les théâtres d'impro aussi sont en entreprise des très bons moments, voilà, pour cristalliser des contextes ou des avancées possibles ou
Voilà, des manières de procéder en collectif. Voilà, on avait envie de vous présenter cela. Vous verrez que le module prochain, ça sera encore une autre couleur de l'approche narrative. Donc, au final, vous aurez un spectre assez large pour que vous embrassiez un petit peu différentes méthodes et que vous n'ayez pas qu'un seul son ou qu'une seule lumière, que vous puissiez vous faire votre avis sur ce qui résonne pour vous. Surtout qu'on va devoir tout le monde va devoir présenter à David. Il attend nos percées personnelles et collectives. Donc, ça y est, l'histoire de la performance, elle revient là. Je tombe à la pression. Oui. Je voulais vous dire, après on va déclure et peut-être que demain matin on commencera. Voilà, s'il y a des choses par rapport à cette journée qui vont peut-être maturer pendant la nuit. Je voulais revenir 2 minutes sur ce qui s'est passé dans le sous-groupe où j'étais avec Martine, Aline et Francine qui n'est plus là. C'est qu'à un moment donné, la question qui a été amenée par Martine, c'était pas forcément bien sûr il y avait une norme, mais qui n'était pas forcément à traiter par la déconstruction. Donc on s'est retrouvé avec une histoire qui ça épaississait. Et finalement, oui, il y avait peut-être de la déconstruction à faire, mais pas forcément, et pas à ce moment-là, et dans les conversations à avoir, c'était pas forcément la meilleure idée. Donc Aline avait bien senti ça, mais comme Aline est quand même aussi quelqu'un qui parfois reste dans le cadre, c'était oui, mais on m'a dit que je fais ça, alors je dois faire ça, et je sens que je ne dois pas faire ça. Ce qui est important, c'est que si vous sentez que c'est pas ça, eh bien vraiment on va ailleurs. Hein. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. On va déconstruire la norme si on sent que c'est là où est vraiment c'est vraiment le truc qui gratte et qui fait que la personne est coincée. Si c'est pas là, on a le droit d'aller ailleurs, on fait d'autres choses. Là, en l'occurrence, c'était plutôt aller épaissir une histoire préférée que de rester dans cette norme. Mais vous le verrez parce que c'est enregistré, donc vous le verrez dans la vidéo. Mais ce que je veux dire, s'il n'y a pas forcément quelque chose à déconstruire, il y a un moment où le déconstruire, c'est pas forcément ça le truc à faire. C'est une des possibilités. Et dernier rappel, on est dans une formation, donc de l'exercice, dans l'apprentissage, et faire à côté, c'est aussi apprendre. Donc voilà, tu parlais de performance, Charles-Louis, il n'y en a aucune ici. Ici, on essaye de transmettre du mieux possible ce que sont les protocoles et les process. Maintenant, il est normal aussi, et tous les jours, on se casse la figure, on remonte, voilà. Donc, n'hésitez pas, et on vous incite vraiment à prendre part avec les personnes qui ont fait l'exercice, de vous re-questionner. Et toi, tu l'as senti comment ça faisait quoi cette question ou cet exercice, ça t'a produit quelque chose. Enfin, voilà, que vous ayez aussi ces discussions, si vous le souhaitez, de manière personnelle. C'est très aidant. Voilà. On est là, bien évidemment. Donc, et Véronique et moi, on est présents pour répondre à toutes vos questions hors contexte de ces 2 jours. Et puis, comme tu le disais aussi justement ce matin, on va vous mettre en liaison avec les anciens qui sont venus et les anciennes qui sont venus vous accueillir la première fois. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter, faites appel à un ami, etc. S'il y a du questionnement, du doute, c'est juste logique, c'est juste normal. Et aussi, je disais ce matin, tout au début, là on était à 3 ou 4, je disais, moi j'ai eu 1 heure avec Francine qui avait raté la 2e journée, et je me suis rendu compte à quel point c'est important aussi d'avoir un moment avec chaque personne qu'on a dans le présentiel et qu'on n'a pas forcément dans le distanciel. Donc vraiment, appelez-moi pour qu'on puisse prendre 1 heure ensemble en tête-à-tête, hein, pour que vous puissiez... qu'on puisse discuter un peu. Je vais vraiment prendre le temps avec chacun et chacune de ça. Ceux qui sont en Belgique, on peut peut-être le faire en vrai, c'est peut-être plus sympathique tant qu'à faire. Aline, tu voulais dire mais voilà, c'est important aussi, parce que ça, c'est le petit truc qui manque dans le distanciel. Donc, c'est ces moments entre 2 portes, avec un café, mais qu'on puisse avoir du tête-à-tête. Donc, super. Oui, je voulais dire merci pour cette proposition. Déjà, ça me plaît vraiment beaucoup. Oui,
peut-être on y reviendra, donc si ce n'est pas le moment, juste pas la peine de prendre du temps là-dessus. Mais ce que j'ai plus vu dans la déconstruction des normes, c'est quand on parle de trucs, peut-être c'est moi qui me trompe, mais assez gros comme dans l'anorexie. J'ai vu une interview, là, j'ai vu effectivement à quel point là on est clairement dans un sujet où il y a le poids de la société. C'était beaucoup moins visible pour moi dans d'autres choses où ça devenait très personnel. Est-ce que c'est un signe qu'on est en train de... Enfin, je veux dire, ça tombe vite dans des histoires, moi je, blabla, etc. Donc on déconstruit un peu l'histoire, on tombe sur le grand-père, la grand-mère, et si on sent qu'on n'est pas dans un truc tellement générique, c'est peut-être un signe qu'on peut passer à autre chose, ou je me trompe. Ça dépend, Aline, parce qu'au contraire, si tu ramènes dans la sphère personnelle, tu vois, et une tactique justement où cette norme s'est introduite d'une façon très, très spécifique qui amène du relationnel avec la parenté ou la famille ou l'univers social ou socioculturel ou l'environnement professionnel, c'est une matière et ça peut permettre aussi d'externaliser un problème derrière. Oui, ça je dis. C'est bien ça. Je vais prendre par exemple mon exemple aussi par rapport à ça. Pendant ma conversation, à un certain moment, ça a fait remonter le fait que il y a eu des suicides dans ma famille et que ça a toujours été tu. Et donc, effectivement, là, c'était utile. Oui, tout à fait. Il y a les deux, hein, tu vois, il faut vraiment voir là où ça coince en fait. Et ça, la personne t'indique le chemin. Mais c'est vrai que si tu prends, je sais pas moi, un truc comme la confiance en soi, ça peut être un truc parce qu'on t'a dit toute ta vie que tu étais tous les jours, on t'a dit des trucs, que tu étais un imbécile. Et bien sûr, ça c'est quelque chose de ton histoire plus intime. Mais il peut y avoir aussi quelque chose qui est une norme, parce que la confiance en soi, aujourd'hui, tu dois avoir un avis, tu dois fonctionner d'une certaine manière. Il y a aussi quelque chose qui n'existait pas avant en termes de confiance en soi, puisque les gens, ils étaient d'un territoire, d'une confrérie. Donc voilà, ça peut être les deux. Et à un moment donné, tu sens, est-ce que c'est un truc plutôt personnel et intime, ou est-ce que la personne essaie de se conformer à un truc qui vient de l'extérieur, qui a été infiltré de l'extérieur, et où elle est finalement, ça tape dans ses valeurs et elle n'a pas du tout envie d'être comme ça, comme quelqu'un d'entreprise à qui on va dire être un bon professionnel, c'est ça, c'est une espèce de récit d'entreprise, alors que pour lui, peut-être être un bon professionnel, il va faire un burn-out parce que c'est de la résistance à ce récit d'entreprise qui s'est infiltré. Tu vois, il y a quelque chose là, et parfois c'est tissé, parfois c'est complètement séparé, et donc voilà. Je sens ce que tu dis. Ouais. J'avais aussi une demande qui peut-être prendra forme plus tard, mais j'aime bien, moi, s'il y a moyen de voir des vidéos ou des exemples, soit de vous, soit d'autres, qu'on puisse voir ce qu'un vrai pro fait. Parfois, moi, ça m'aide d'avoir l'apprentissage par le mimétisme plutôt que par juste l'erreur. J'aime pas tomber de vélo, mais il y a des moments j'aime bien voir j'aimerais bien voir un truc vraiment bon, quoi. Fait par quelqu'un d'autre. On pourra faire des choses ensemble. On pourra vous montrer des vidéos, par exemple de David ou de Michael White, mais il y en a très très peu, tout simplement parce que la confidentialité opérant, il y en a très très peu. Par exemple, moi, il m'arrive parfois de capter avec l'autorisation de la personne, mais je ne le montre même pas en supervision. Voilà, et vous le comprendrez aisément. Donc c'est très difficile d'amener ça dans la formation. Donc ce qu'on peut par contre, ce que l'on peut faire, c'est trouver un moment pour, par exemple, avec Véronique, se faire un petit peu l'écho de cela, si tant est que ça puisse être aidant pour vous. Voilà. On ne se situe pas dans les super pros où ça va être, on se situe dans des gens qui pratiquent avec, ça peut être une couleur supplémentaire pour vous. Mais c'est très difficile d'avoir Pardon ? Là, il y a une norme, on n'est pas des super pros. Non, mais c'était pour, tu sais, on a toujours ce truc illégitime qui vient rôder. Hein, parle pour toi. Quoi ? Parle pour toi. Je parle pour moi. Entendu. Et quid sinon, si jamais il n'y a pas d'enregistrement, sur le fait, par exemple, que l'un d'entre nous se porte cobaye ou volontaire. Oui, tout à fait. On va faire plus de… Oui, tout à fait. Et après, c'est vrai que c'est… tout le monde.
C'est vrai que dans le distanciel, on le fait beaucoup plus dans le présentiel. Par exemple, ici, c'est un module qui est regroupé sur 4 jours. Et on avait commencé la déconstruction par un dîner où la proposition était de commencer le dîner juste avant le module de la déconstruction par un dîner à l'envers. Tout simplement pour déjà commencer par une déstructuration de ce que l'on connaît, c'est-à-dire on commence par une entrée, on a un plat et puis on finit par le dessert. Voilà. Mais le présentiel amène des possibilités beaucoup moins contraignantes que le distanciel. Donc, c'est vrai qu'on est toujours en train de vous proposer beaucoup plus d'exercices que de vous faire des démonstrations. Donc, on va de faire un équilibre là-dessus. J'ai une question qui va dans ce sens-là. Alors, je sais que la réponse va être dans la question, que vous allez me dire comme on veut. Mais ça m'intéresse quand même parce que quand j'apprends beaucoup, donc j'apprends à coacher aussi parce que je me mets dans la posture du coaché. Dans beaucoup de choses, en fait, j'aime alterner les postures. Alors là, on fait des exercices, mais je me demandais s'il était nécessaire, peut-être pas, mais utile. Comment vous voyez les choses d'avoir quelques séances d'accompagnement par un praticien narratif en complément. Qu'est-ce que, voilà, vos expériences par rapport à ça ou votre vécu? En fait, c'est vraiment comment tu apprends. Hein. Moi, je sais que j'apprends en modélisant et je sais que j'apprends, comme tu viens de dire, en allant. Moi, je suis allée me faire coacher pour pouvoir être dedans et dehors en même temps. Donc, je le fais. De la même façon, c'est pareil. Moi, j'ai pris aussi un accompagnement pendant 10 séances où le deal était parfaitement écrit. Je connaissais pas la personne qui m'a accompagné, mais elle savait que j'étais coach et que je me formais aux narratives. Et l'objectif ici était d'avoir un accompagnement 100% narratif. C'est ça. Donc, pour comprendre, moi, les émotions et pour être capable de les modéliser aussi dans l'autre versant. Donc, on a fait cette démarche. Après, c'est une démarche aussi coûteuse puisque ça veut dire que tu t'offres un propre accompagnement et qui n'est pas toujours sur quelque chose, tu vois, sur une… Enfin bon, chacun il verra. J'ai bien compris, mais effectivement, merci parce que ça me parle beaucoup, effectivement, et c'est intéressant vos expériences. Merci. On va voir comment filmer les petites choses. On va faire ça. Ok, bon. Alors, on arrive au bout de cette première journée. On avait une proposition concernant la présentation pour demain matin avec la blouse. Ah oui, voilà. Donc, la proposition, vous avez une blouse qui est encore vierge, immaculée. Blanche, immaculée. Donc, la proposition, c'était de prendre un moment ce soir ou demain matin, bien d'écrire sur votre blouse, justement, à l'inverse de cette étiquette un peu qu'on vous a collée sur la tête, quelque chose qui dirait vraiment un truc de qui vous êtes profondément. Une valeur, une compétence, quelque chose qui… Ça, c'est moi, et de l'écrire sur votre blouse et de nous la montrer demain matin, en fait. Un mot, un dessin, enfin n'importe quoi, voilà. Puisque pour nous, la blouse fait aussi partie du diplôme, voilà. C'est un deuxième élément symbolique. Comment ça, spirituel dans la narrative. Donc vous allez le voir, on fait des documentations poétiques, on dessine beaucoup. Voilà, donc on a souhaité aussi avec Véronique et Marion dès le départ que cette blouse soit aussi quelque chose qui soit révélateur de l'identité de la personne qui la porte. Et voilà, donc vous avez loisir pour faire absolument ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. Vous regarderez sur le site, vous verrez des personnes qui ont été jusqu'à broder un arbre, dessiner. Enfin voilà, il y a eu pléthore de choses de faites. Donc vous êtes, vous faites ce que vous voulez. Voilà, elle vous appartient. Mais c'est vrai que voilà, ça sera pour demain une proposition qu'on vous fait de présenter une qualité, une compétence, une valeur, quelque chose de bon qui vous anime, qui vous fait un de vos super pouvoirs. Voilà, ça va devenir votre cap. Même si personne ne le sait de nous. Surtout. Surtout.
vous qui révélez ce que vous souhaitez révéler. Alors, on peut l'écrire aussi à l'intérieur de la cape. Oui, absolument. Voilà. Ouais, symboliquement, c'est joli aussi. Ok. Bon, mais pour terminer cette journée, la proposition, c'est, on parlait de portrait chinois, donc, et si cette journée était un parfum, lequel serait-il? Voilà. Un mot chacun pour terminer ce. La menthe. Nina. J'ai une eau de toilette d'un mélange d'huile essentielle et de fleurs de bac et qui s'appelle Allégresse. Allure sport, pour passer à l'action. Le parfum qui me vient à l'esprit, c'est, je ne sais pas si ce mot est utilisé en français aussi, c'est pétrichor. Pétrichor en anglais, c'est l'odeur de la terre après la pluie. C'est ce que j'allais dire. Je ne savais pas que ça avait un nom. Pétricor. Pétricor. Je sais qu'en anglais, en tout cas, on dit pétrichor. Je vais l'écrire dans le chat. Ouais. Mais je ne sais pas si... je sais pas si c'est utilisé aussi en français. Ça ne me parle pas, mais... Ah oui. Voilà. Pour moi, je garderais l'odeur de la pluie, de la terre après la pluie. Pétricor, c'est pas très joli, mais je chercherai quand même ce que c'est. Voilà, parce que c'est l'odeur de tous les possibles, en fait. Il y a des choses qui vont naître de tout ça. Alors, pour moi, ce sera le muguet. Le parfum du muguet. Alors moi, je vais rester couleur locale, je dirais l'ilang-ilang. Et moi, j'ai vraiment aucune idée. Je suis désolée, je n'ai rien qui me vient. Donc, je n'essaie pas de chercher, j'ai juste pas rien. C'était une couleur. Quoi? Une couleur? Ah, il serait plus facile une couleur. Ouais. J'ai juste besoin de réfléchir. Voilà, je te laisse passer. Je crois que tout le monde a parlé. C'est pas voilà. François. Le tilleul. Tilleul. Les fleurs de tilleul. Moi, je vous dirais l'ambre parce que l'ambre, je vous parle vraiment pas du synthétique ou vraiment des morceaux d'ambre et que l'on met dans des petits réceptacles qui diffusent largement. Voilà, un peu comme le thé qui infuse et qui diffuse aussi. Et j'aime bien ce côté-là de l'ambre. Quand on met sur les mains, c'est un peu graisseux. Voilà, et ça reste très longtemps. Voilà, et c'est quelque chose qui s'éparpille. Voilà. Et moi, je dirais une huile essentielle qui s'appelle Davana. Une huile, ça sent un peu le cuir, ça sent des choses aussi, comme la terre, le cuir, quelque chose d'un peu particulier. Ouais. Davana. C'est oui. Donc, je vous ai envoyé une photo de quelques bouquins. Alors, bien sûr, vous pouvez lire tout Foucault, tout Derrida. Il y a cette petite chose aussi là, que je vous ai fait une photo. C'est le neveu de Freud. Et donc, c'est le premier. C'est comment manipuler les masses pour éviter le chaos. Donc, c'est grâce à lui que les Américains mangent des hamburgers le matin et des choses
voilà, et des céréales, et que les gens, à un moment donné, ont eu tous des pianos avec une pièce. Voilà, pour avoir un piano, c'est vraiment l'inventeur de la manipulation des public relations et de comment manipuler les masses. Donc, c'est assez impressionnant, je dois dire. Hein, tout ça en disant une démocratie a besoin d'être organisée pour éviter le chaos. Donc, assez impressionnant. Assez impressionnant. Donc, voilà pour cette journée un peu dans la dimension politique de la narrative. Donc, demain, on continue avec l'externalisation. Les problèmes. On vous fera une petite démo, hein, comme ça, avant d'y aller. Et voilà, pour aujourd'hui, je pense que... Merci beaucoup. Et on se retrouve demain. Voilà, l'informel est ouvert à 9 h. Donc, avec grand plaisir demain matin. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bye bye.